Bonjour. Donc, en marge de cette réflexion par rapport à la table ronde, on s'est posé une question auquel on a tenté de répondre. C'est finalement, et on le voit avec la problématique de l'UPOC que Judith nous a présentée, quand une personne âgée se casse le col du fémur, finalement, on ne se pose pas la question de l'opérer parce que c'est la mobilité avant tout. Et on a quand même l'impression qu'en orthopédie, même pour des indications de chirurgie programmée, quelqu'un qui vient nous voir en consultation, qui a 85 ans, qui n'arrive plus à marcher, on va à mon sens, moins se poser la question, je pense, de l'opérer que d'une chirurgie rachidienne. Donc on s'est demandé, est-ce que c'est juste une impression, est-ce que c'est quelque chose qui est justifié d'avoir peur? Et donc on s'est intéressé donc à comparer les complications médicales d'opérer une prothèse de hanche ou une prothèse de genou versus d'opérer un patient du rachis de plus de 80 ans. Donc, on a fait une étude rétrospective monocentrique. On a classé les patients en deux groupes, donc le groupe G1 et G2. G1, donc c'était un acte chirurgical moins agressif, donc soit pour le rachis une libération et une fixation courte de moins de 3 étages, et pour les chirurgies du membre inférieur, une PTH ou une PTG. Les groupes G2 correspondaient au niveau de la chirurgie rachidienne à une chirurgie étagée de plus de 3 niveaux, voire une correction de déformation avec un montage thoraco-bassin. Et pour les chirurgies prothétiques du membre inférieur, donc ça correspondait aux reprises de prothèses, qu'elles soient de hanche ou de genou. Au niveau des critères d'analyse, donc les critères préopératoires étaient les critères démographiques classiques, le sexe, le BMI. On s'est intéressé également donc au score ASA, et puis à des critères biologiques qui ont été montrés dans la littérature avoir un impact important chez les patients âgés, notamment la créatinémie, l'hémoglobine, et puis les médicaments, notamment les anticoagulants et les antiagrégants. En post-opératoire, le recueil s'est surtout concentré sur le nombre et le type des complications médicales qui ont été retrouvées pendant l'hospitalisation, la sortie donc soit en centre de rééducation, soit à domicile, et la durée d'hospitalisation. On avait donc 134 patients, une majorité de femmes. Là encore, la plus grande partie des patients étaient ASA 2. L'âge moyen était de 84 ans et un BMI moyen à 25. Le nombre de malades entre les cohortes de rachis et de membres inférieurs était équivalent. Au niveau donc de la comparaison des groupes en préopératoire, afin de s'assurer qu'on comparait deux choses comparables, donc l'âge était le même entre les deux cohortes. Il y a une différence, donc plus de femmes dans la cohorte de membres inférieurs. Le score ASA était également le même, tout comme le BMI. Il y avait une différence sur la créatinémie qui était statistiquement significatif aux dépens des patients opérés de chirurgie rachidienne. Les critères biologiques, donc l'hémoglobine, les anticoagulants et les antiagrégants, étaient équivalents dans les deux cohortes. Au niveau donc des complications médicales, qui était notre critère principal de jugement, donc il y avait un peu plus de complications médicales, donc 1,22 pour les patients opérés de chirurgie rachidienne, contre 0,97 contre le membre inférieur. Ce n'était pas significatif, donc pas de différence significative entre opérer des malades. Donc là, c'est groupe G1 et G2 entre le rachis et le membre inférieur. Au niveau du type de complications médicales qui ont été rencontrées, donc la plus grande majorité des complications étaient des complications cardio-pulmonaires, donc soit des événements thromboemboliques, soit des augmentations, par exemple, de troponine. On retrouvait donc 15 patients, donc un peu plus de 10% de la cohorte qui avaient des infections du site opératoire. Il y avait également une fréquence importante des complications urinaires, que ce soit les infections urinaires ou les rétentions aiguës d'urine nécessitant la pose de sonde urinaire. Au niveau donc des groupes G1 et G2, au niveau du nombre de complications médicales, donc bien évidemment il y avait plus de complications médicales pour le groupe G2 que le groupe G1. Donc vous voyez un peu moins de 1 pour le groupe G1 et quasiment 2 pour le groupe G2, ce qui est logique. Mais il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les groupes G1 rachis, G1 membre inférieur, et de la même façon pour les deux groupes G2. Au niveau de la durée d'hospitalisation, donc comme on peut s'y attendre, une durée d'hospitalisation assez prolongée par rapport à des patients plus jeunes qui tournaient autour de 11 jours dans les deux groupes. Là encore, ce n'était pas statistiquement significatif. Enfin, au niveau de la sortie d'hospitalisation, donc soit à domicile, soit en centre de rééducation, on retrouvait donc une plus grande part des patients de rachis qui sortaient à domicile, 48% dans notre série, contre 18% pour le membre inférieur, peut-être dû à la présence des prothèses de genoux qui ont plus souvent besoin d'aller en centre de rééducation.
Donc au total, le nombre de complications, la durée d'hospitalisation ne sont pas significativement différents entre les deux groupes. Il faut quand même retenir que quand on opère des patients, donc pour le G2 de plus de 80 ans, il faut s'attendre à avoir près de 2 complications médicales par séjour, d'où l'intérêt d'avoir une équipe médicale qui soit à même de vous aider à gérer ces complications. Et donc, il semble équivalent en termes de risque per hospitalisation d'opérer un rachis qu'une PTH-PTG, que ce soit pour des chirurgies de libération simple ou des chirurgies plus conséquentes en termes de niveau d'arthrodèse. Comme limite, on peut quand même dire que c'était une population qui est sélectionnée, vu que c'est une analyse a posteriori, et donc il s'agit de malades qui globalement ont bénéficié donc soit d'une consultation d'anesthésie dans tous les cas, et probablement aussi d'une évaluation gériatrique pour les malades les plus fragiles de cette cohorte. Je vais maintenant continuer donc pour amener la discussion donc sur les résultats du sondage, qui a été passé via la SFCR et la JCR sur les pratiques de la communauté de chirurgiens du rachis en France par rapport aux patients de plus de 80 ans. Donc on a eu 107 réponses. La majorité des répondants étaient orthopédistes, plutôt en libéral, mais environ également un quart de chirurgiens qui étaient hospitaliers. Au niveau de l'expérience et la pratique de la chirurgie de la déformation, il n'y avait que 8% en fait, des répondants qui disaient ne jamais faire de chirurgie de déformation. Chirurgie de déformation, on a attendu plus de 3 niveaux, donc ce n'est pas forcément une arthrodèse complète de scoliose. Et on remarque qu'il y a quand même peu de chirurgiens qui avançaient plus de 10 par mois. Là, c'était donc la première question qui s'intéressait vraiment donc, à la problématique des sujets de plus de 80 ans. Est-ce que ça arrive d'opérer? Donc 8% n'opérerait jamais un patient qui a plus de 80 ans, quoi qu'il arrive. La moitié des répondants positifs, donc simplement des gestes limités, c'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas faire une chirurgie de correction de déformation. Et la moitié des répondants font ou s'estiment prêts à faire des corrections de fusion longue de scoliose chez des patients de plus de 80 ans. Par rapport à lorsqu'on programme un malade au bloc opératoire, est-ce qu'on a accès ou est-ce que ça nous semble pertinent de demander une expertise gériatrique? Ce qui nous étonnait, c'est qu'on a trouvé quand même quasiment 20% des répondants qui considéraient que même pour un malade de plus de 80 ans, ils faisaient confiance à l'anesthésiste et donc sans demander d'évaluation gériatrique. Et ce qui est également intéressant, c'est de voir que la moitié des chirurgiens aimeraient bien avoir accès à une expertise gériatrique, mais n'en ont pas forcément dans leur centre. Donc là, c'est là où ça rejoint toute l'expertise avec les UPOG, et peut-être profiter dans les discussions de l'expertise de Judith pour voir un peu ce qui peut être fait. Ensuite, donc, il y avait un petit quiz sur la connaissance des facteurs de risque de complications chez les patients de plus de 80 ans. Donc, les premières questions, c'était donc, est-ce que le diabète est un facteur de risque indépendant qui était plus fort que l'âge pour le risque de complications médicales? Donc, la réponse était oui. Ça a été montré dans plusieurs études, mais notamment celle-là sur plus de 700 cas, où ils ont regardé la significativité de différents facteurs de risque. Et donc, l'âge n'entrait pas de façon significative dans une analyse multivariée, alors que le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, était un facteur prédictif indépendant. Et donc, il concluait cet article en disant que finalement, quand on considère des patients de plus de 80 ans, l'importance donc des comorbidités et donc de biological, donc plus de la Frighty qui se base beaucoup sur des dosages biologiques, était plus fort que l'âge chronologique. Et donc là, c'est quelque chose qu'on retrouvait après. Donc ça, c'était la troisième question. Pour le bénéfice d'opérer ces patients, donc c'est ce qui avait déjà été dit tout à l'heure, que finalement, c'est des patients qui peuvent plus se compliquer, mais qui finalement, c'est ceux qui bénéficient le plus de la chirurgie, et notamment des chirurgies de correction de déformation. Ensuite, donc ça, c'était pour rebondir un petit peu sur l'ostéoporose. On a vu que c'était quand même une des complications et un des défis majeurs quand on opère ces malades, que ça augmentait le saignement, que ça augmentait le taux de réintervention. Et donc la question, c'était au niveau du dépistage, quand on programme une arthrodèse de plus de 3 niveaux, donc chez des malades. Et là, on voit qu'il y a une hétérogénéité importante des réponses. C'est-à-dire qu'un quart d'entre nous ne prescrivent jamais d'ostéodensitométrie avant de programmer une arthrodèse de plus de 3 niveaux au bloc opératoire. Et chez les 3 quarts qui le font, on voit que des fois, c'est simplement chez les femmes de plus de 50, 60, 70, des fois chez tout le monde au-delà d'un certain âge.
Donc j'ai essayé de regarder un petit peu finalement à partir de quel âge est-ce qu'il faut prescrire une océodensitométrie. Et donc il n'y a pas de recommandation sur est-ce qu'il faut en prescrire à partir de 60, 65, est-ce que c'est plus chez les femmes, chez les hommes, que ce soit les sociétés de rhumatologie ou autres, il n'y a pas de claire recommandation. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que plus qu'une océodensitométrie isolée, c'est vraiment le score FRAX, je ne sais pas si vous l'utilisez en pratique clinique, qui fait intervenir dans un de ses composants, donc effectivement le T-score de l'océodensitométrie, mais qui regarde également l'âge, les antécédents de fractures. Et c'est vraiment ce score qui est en préopératoire. Donc après, à chacun mettre peut-être son cut-off aussi en fonction de l'expérience et du malade, des facteurs de risque d'ostéoporose. Mais c'est par rapport à ce score qu'il va falloir probablement mettre en place un traitement de l'ostéoporose ou dans tous les cas prévenir le malade du risque de complications, du bénéfice qu'il peut y avoir à reporter la chirurgie le temps d'avoir traité l'ostéoporose pour éviter de limiter les complications. Enfin, donc la dernière question, et je pense que ça sera pour en discuter après, c'est en cas d'ostéoporose avérée, est-ce que vous aviez l'habitude de cimenter les vis pédiculaires? Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait relativement fréquemment à la Pitié. Donc il y a 22% des gens qui le font de façon systématique en cas d'ostéoporose avérée. Un tiers des gens qui n'ont jamais l'habitude de cimenter les vis, et puis une moitié qui ça peut influer sur le planning chirurgical, donc peut-être les autres stratégies de gestion de l'ostéoporose que nous a présenté Raphaël, avec par exemple les vis S2AI, le fait de limiter le taraudage, mais sans utiliser les vis cimentées. Donc je vais laisser la parole à M. Pascal Mouffard pour conclure, et puis après on aura un petit cas clinique.